Bonjour à tous. Vent de fronde au Sénat. La Haute Assemblée détricote la réforme des collectivités territoriales. Elle a supprimé les deux mesures phares du projet de loi, la répartition des compétences entre les collectivités et le mode de scrutin des conseillers territoriaux. Les centristes sont la clé de ce scrutin ici au Sénat où l'UMP n'a pas la majorité absolue. Et cette nuit, ils ont voté contre le mode de scrutin du conseiller territorial, entraînant ainsi son rejet par le Sénat. Le gouvernement souhaitait un scrutin uninominal à 2 tours, mais les centristes exigeaient l'introduction d'une dose de proportionnel. Autre article rejeté cette fois-ci à la quasi-unanimité par le Sénat, celui sur la répartition des compétences entre les collectivités. Le Sénat a rejeté l'article visant à supprimer la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Cette clause de compétence générale, il en sera encore question cet après-midi lors de l'examen des articles réservés. Il s'agit d'articles dont l'examen a été repoussé à la fin de la discussion afin de permettre au gouvernement de trouver une majorité. Et il sera bien sûr question de la création du conseiller territorial, une création qui fait largement débat ici au Sénat. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance. La séance est reprise. Alors, toujours à l'article 1er AA, je suis saisi de 4 demandes de prise de parole. Nous commençons par Monsieur Michel Teston. Et Madame la Présidente, c'est noté. Merci, Monsieur le Président. Je partirai d'un rappel. Les membres de notre groupe sont opposés à la création du conseiller territorial. Si vous ne le saviez pas, en effet, la mise en place d'élus siégeant à la fois au Conseil général et au Conseil régional laisse à penser qu'il s'agit d'une première étape vers une fusion entre ces deux collectivités. La création du conseiller territorial opérerait une quasi-fusion, mais les deux échelons de collectivité subsisteraient, formant deux personnes morales distinctes, avec des budgets et des compétences distinctes. Ce projet de loi ne respecte donc pas pleinement la lettre de l'article 72 de la Constitution. En effet, où l'on fusionne les deux échelons pour créer une collectivité nouvelle gérée par un conseil territorial, où l'on respecte la séparation en deux personnes morales distinctes et partant l'existence de deux assemblées d'élus. En outre, et je l'ai déjà dit hier mais je le répète encore aujourd'hui, cette disposition porte à mon avis atteinte au principe reconnu par la Constitution d'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre. Ce principe inscrit dans la Constitution est tellement ancré dans notre droit qu'en cas de coopération entre collectivités, seule est autorisée l'existence d'un chef de file. Or, la mission des conseillers territoriaux pourrait leur permettre d'orienter la prise de décision régionale en fonction d'intérêts départementaux ou la prise de décision départementale dans un sens favorable à la région. Ainsi, la tutelle est inhérente au dispositif qui découlerait de cette réforme institutionnelle si par malheur elle était adoptée. En outre, l'extrême difficulté du gouvernement à proposer un mode de scrutin adapté démontre, s'il est encore besoin, que le problème réside dans l'instauration elle-même du conseiller territorial. Le gouvernement veut imposer la création du conseiller territorial alors qu'aucune association d'élus ne s'est jamais prononcée dans ce sens. Officiellement, il s'agirait de réduire le nombre d'élus afin de faire des économies, discours opportun, en période de crise, mais dont nous ne sommes pas dupes. En réalité, ce texte n'est pas sans arrière-pensée. L'objectif n'est-il pas d'empêcher que les assemblées des collectivités départementales et régionales soient majoritairement à gauche? La création du conseiller territorial ne respecte pas un certain nombre de principes essentiels de la vie démocratique, la proximité, la parité ou encore la juste représentation des territoires. Pourquoi supprimer le mode de scrutin actuel des régionales qui donne satisfaction en assurant tout à la fois une majorité, la parité et la représentation des minorités? D'ailleurs, comment ne pas rappeler qu'après avoir été adopté à l'Assemblée nationale et rejeté par la commission des lois de notre Assemblée, un tableau des effectifs des conseillers territoriaux réapparaît sous la forme d'un amendement du rapporteur.
Ainsi, à titre d'exemple, de 18 conseillers territoriaux dans le texte de l'Assemblée nationale, l'Ardèche en aurait désormais 19, soit en moyenne 25% de moins que des départements dont le nombre d'habitants est pourtant sensiblement inférieur. Je rappelle qu'il y a 33 conseillers généraux et 10 conseillers régionaux en Ardèche. La réduction du nombre de ces élus serait ainsi de plus de 50%. Où est la juste représentation des citoyens et des territoires avec une telle répartition? Les diverses péripéties survenues lors des débats témoignent de la difficulté du gouvernement à structurer son projet. Il est donc judicieux de ne pas modifier le dispositif pour les régionales et de maintenir les conseillers généraux qui pourraient devenir des conseillers départementaux élus dans des circonscriptions plus équilibrées que les actuels cantons. Cette analyse nous conduit à réaffirmer avec force notre opposition à la création du conseiller territorial qui s'inscrit dans une logique à peine dissimulée de remise en cause de la décentralisation, d'abandon de la parité et de renoncement à une juste représentation des territoires. La parole est à notre collègue Monsieur Jacques Blanc. Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, eh bien, moi je ferai un rappel, je pars d'une analyse inverse. Et je dois féliciter la Commission, Président, rapporteur et les auteurs de l'amendement qui ont permis de mettre cet article aujourd'hui dans le texte. Pourquoi je m'en réjouis? Parce que justement, il est capital qu'on dise qu'est-ce que c'est que ce territoire? Ce n'est pas une représentation du nombre d'habitants, c'est une représentation d'un espace, avec une homogénéité, c'est dit dans le texte, espace géographique, économique et social. Et ça nous permet de sortir des débats légitimes entre représentation territoire, représentation de la démographie. Et là, nous affirmons, et ça me paraît essentiel en particulier vis-à-vis du Conseil constitutionnel, qu'il s'agit bien d'un choix délibéré, un élu qui sera accroché à ce territoire, on verra selon quelle modalité. Mes chers collègues, ne faisons pas des psychodrames permanents. Il est légitime qu'il y ait des débats sur des modalités électorales. C'est respecter d'ailleurs les uns et les autres que d'accepter ce débat. Mais par contre, la philosophie même qui ressort de cet article, c'est bien une représentation de quelqu'un qui sera accroché à un terrain et qui sera à la fois membre du Conseil général et du Conseil régional. Là, ce n'est pas écrit, mais le rapporteur nous l'expliquera peut-être. Et, mes chers collègues, c'est une reconnaissance pour une assemblée régionale de l'exigence d'avoir un accrochage entre les élus et le terrain. Écoutez, je connais un peu la région, j'ai présidé 18 ans la région Languedoc-Roussillon. J'ai la faiblesse de dire qu'en dehors du président et de l'exécutif, les conseillers régionaux, personne ne les connaît. Pourquoi? Parce que les listes qui sont fabriquées par les partis politiques, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, ne créent pas ce lien avec l'élu qui sera demain le conseiller territorial et qui apportera au niveau du conseil régional à la fois cette connaissance intime de proximité, le fait que ce soit les mêmes qui seront au conseil général et au conseil régional va faire tomber un certain nombre de démarches divergentes, d'opposition ou autres. Et il ne s'agit pas d'une fusion, mais il ne s'agit pas non plus
et à ne pas les entendre. Alors l'article 1A consacre l'avènement du duo infernal conseiller territorial et territoire, chargé donc d'incarner la fusion-absorption département des régions, avec fatalement une des deux structures qui sera amenée à disparaître. Et paradoxalement, et là je suis en désaccord avec notre collègue Jacques Blanc, au même moment où, par souci de modernité artificielle, je dirais, on élimine le canton de la carte pour des raisons essentiellement démographiques qui le disqualifieraient au titre de l'exode rural, on crée un territoire censé effectivement mettre en adéquation un territoire géographique avec une population et un bassin d'emploi, tout en conservant au niveau administratif les cantons. Comprenne qui pourra. Et d'ailleurs, l'énorme difficulté rencontrée pour essayer de définir le conseiller territorial constitue véritablement en elle-même une forme de disqualification de ce nouvel élu avant qu'il ait vu le jour. En précisant d'ailleurs de surcroît, comme je viens de l'évoquer, que personne au moment où nous parlons n'est capable de définir quelles seront ses compétences. Dès lors, comment prétendre engager à travers ce texte une clarification des compétences alors que la plus grande confusion, ça vient d'être dit par Michel Teston, régnera entre les régions, les départements qui ont des compétences jusqu'à présent purement distinctes. Vous entendiez également à travers ce texte réduire le nombre des élus, par souci d'économie, et on me pardonnera à mon tour d'évoquer le sujet du cas du département de Haute-Garonne, que je connais bien, qui comptera maintenant 91 conseillers territoriaux qui siégeront eux-mêmes parmi les 255 que comprendra la région Midi-Pyrénées. Voilà un chiffre, on l'avouera, qui ne plaide pas en faveur des intentions affichées par le gouvernement en ce qui concerne les économies à réaliser. En réalité, et en conclusion, à travers la création du conseiller territorial, c'est véritablement une fracture des territoires que vous prenez le risque d'organiser en imposant de surcroît confusion et austérité dans les collectivités territoriales et on comprendra facilement que la détermination du groupe socialiste à combattre ce projet sort renforcée du fil des débats. Oui. Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat. Merci, Monsieur le Président. Hier, Monsieur le Président Yest est sorti, je crois, mais ça fait rien. Où il est? Mais je le voyais pas, j'y vois pas bien si loin. Bien. Non, parce que c'est lui. Bon, hier je me suis laissé convaincre assez facilement sur le fait que on ne pouvait pas défendre la suppression du chapitre 1er. Au motif que le conseiller territorial était accepté en quelque sorte et à l'Assemblée et au Sénat. Bon. Je crois que j'ai eu tort. C'est pas très grave, parce que évidemment vous ne l'auriez pas voté. Enfin, je suppose encore qu'on ne sait plus très bien ce que vous votez. Mais bon, si je ne l'ai pas, si je me suis laissé convaincre, bon, c'est parce qu'effectivement c'était je sais que le Sénat et l'Assemblée, en gros, ont accepté le Conseil territorial. Mais vous avouerez que ce que je voulais supprimer, le titre conseillers territoriaux, qui n'était qu'un mot dans un titre, avait trait quand même à la réalité d'aujourd'hui, à savoir que sur cet objet pas bien identifié dès le départ, on est aujourd'hui de moins en moins identifié, puisque visiblement il n'y a pas d'accord à l'heure actuelle sur le mode de scrutin, les circonscriptions et même d'ailleurs on se demande sur quel conseiller régional. Je dis bien régional à dessein. Donc, je crois vraiment qu'on aurait pu quand même accepter qu'on vote sur un titre qui est pour l'instant qui plane un petit peu en l'absence de contenu réel. Or, je crois que le libellé de cet article 1er AA
nouveau, il était destiné surtout à asseoir ce conseiller territorial qui, de fait, n'existe pas encore de façon tout à fait précise. Il était destiné à ça. Or, compte tenu de nos votes hier, et compte tenu de cette réalité que ce conseiller territorial n'est pas bien assis, je trouve que le libellé de cet article 1AA ne va pas du tout. Parce qu'il veut asseoir le conseiller territorial, on l'a bien compris, mais vous pouvez l'asseoir en disant qu'il y a des conseillers territoriaux, une phrase disant qu'il y a des conseillers territoriaux. Mais après, il est soit d'une précision, soit d'une imprécision totale, qui peut être contredite ultérieurement par le mode de scrutin, les découpages électoraux qu'il faudra bien fixer de façon précise. Et ça, c'est sur la forme, si vous voulez, donc il ne correspond pas à grand-chose, il peut être contredit. Et sur le fond, bien entendu, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qui est inscrit, mais ça, c'est autre chose. Nous voterons contre. Et d'ailleurs, nous avons un amendement de suppression. Mais franchement, sur la forme, le département est divisé en territoires. Ça, alors, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Bien. Le territoire est une circonscription électorale dont les communes constituent un espace géographique, économique et social homogène. Ça, non plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Le découpage territorial du département respecte sa diversité géographique, économique et sociale, parce que ça pourrait être le contraire. On pourrait découper le département autrement. Je trouve ça quand même très curieux. Et le conseiller territorial est le représentant du territoire au sein du conseil général. Il est aussi, dans votre conception, il est quand même l'élu régional. Donc, vous voyez, je trouve que ce libellé destiné à nous faire quand même passer à tout prix le conseiller territorial, beaucoup plus que le titre, qui n'était pas suffisant, donc j'aurais dû m'accrocher pour qu'on vote sur le titre, il est quand même assez contre-productif, je trouve. Monsieur le Président Gérard Longuet. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, je prends la parole en partie pour répondre à mon excellent collègue Jacques Blanc, mais surtout par plaisir et par bonheur de défendre le concept de conseiller territorial, qui est une véritable innovation et qui donne tout son sens à ce texte de loi. Le texte de loi connaît une progression certes difficile, je le reconnais, mais ce conseiller territorial est une véritable valeur ajoutée. Pourquoi diable? Parce que si la France, et je me répète, est une république décentralisée, elle n'est pas fédérale. Il n'y a donc pas de pouvoir normatif principal comme il y en a dans les Länder allemands ou dans les États américains au niveau des régions et des départements. La vocation de ces collectivités, c'est d'apporter des services au quotidien dans le cadre du département ou dans le cadre de la région et pour des compétences qui sont définies par la loi. Si nous avions des pouvoirs normatifs principaux, comme ont un pouvoir quasi législatif les Länder allemands ou les États américains, il faudrait essentiellement que les conseillers territoriaux soient des conseillers démographiques, c'est-à-dire élus en fonction du nombre, parce que lorsque l'on construit une norme qui s'applique à tous et qui est générale, il vaut mieux que les élus soient représentatifs de la population. Mais il s'agit d'appliquer, de faire en sorte, par exemple, que les collèges desservent la totalité d'un espace départemental, que le ramassage scolaire desserve en effet les cantons en tenant compte des inégalités territoriales kilométriques de parcours, d'enneigement, de difficultés. Il faut donc bien des élus qui représentent des territoires dont les problèmes sont en effet spécifiques, même si ces territoires n'ont pas une stricte égalité démographique. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous proposez un compromis qui est acceptable. Moins 20%, plus 20%. C'est acceptable, cela permet d'avoir une certaine diversité à l'intérieur de l'espace départemental et puisque ces conseillers territoriaux auront à la fois à gérer, par exemple, l'enseignement du premier cycle du secondaire des collèges, mais qu'ils seront compétents pour le deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire les lycées, il n'est pas complètement anormal, malgré tout, que leur poids respectif soit comparable d'un département à l'autre, et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place un système
intelligent, dans lequel il y a une diversité de territoires, une diversité démographique, mais qu'il y a, cher collègue Jacques Blanc, une comparaison qui fait qu'en effet, un grand département par l'image, département de Lafayette, mais un département quand même plus petit par la taille, ne soit pas surreprésenté dans une assemblée régionale, sinon les autres collègues régionaux diraient vous êtes bien gentils, mais avec vos 70 000 habitants, vous ne pouvez pas cependant tout à fait faire la loi. Donc nous avons bien ce conseil territorial qui est dans les deux assemblées. C'est d'ailleurs la raison, je me tourne vers mes amis, les collègues du groupe centriste, la raison pour laquelle nous avons défendu la clause de compétence générale réservée aux communes et avec des compétences spécialisées pour départements et régions, puisque justement nous avons le même élu dans le département et la région, et il y aura une organisation entre départements et régions pour instituer la répartition optimum des compétences entre départements et régions en fonction de chaque problématique régionale, et force est de reconnaître que les problématiques régionales ne sont pas tout à fait les mêmes d'une région à l'autre de notre pays. Et c'est justement pour cela que j'avais défendu, mais sans grand succès, je dois le reconnaître, l'idée qu'il fallait mettre en place l'organisation de ces compétences aux différents niveaux, en les organisant et en les structurant. Quant à mon collègue Jacques Blanc, je dirais pourquoi ne pas élire le président de la région au suffrage universel? Parce que vous rétabliriez avec force le seul poids de la démographie au détriment des territoires. Et je le dis avec beaucoup d'amitié pour justement ces vallées et ces plateaux de la Lozère. Sans doute la région Languedoc-Roussillon n'aurait jamais eu le bonheur d'avoir un élu de cette terre de sagesse, d'expérience, de solidité qu'est la Lozère, à la tête d'une région où la démographie aurait imposé, ce qui est le cas aujourd'hui, le président de la zone la plus peuplée. Et c'est bien en raison des territoires, du droit des populations à être équitablement servies dans la diversité de leur territoire qu'il faut défendre le conseiller territorial et qu'il ne faut pas suivre Jacques Blanc sur une proposition d'ailleurs qui n'a été reprise par personne. Allez, la parole est à notre collègue Yves Daubigny. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Élu d'un département rural, je veux être à nouveau, alors peut-être pour la dernière fois dans ce débat, le porte-parole de nombre d'élus, alors je ne dirais pas de toute sensibilité, mais de diverses sensibilités, pour dire l'absurdité de ce conseiller territorial, dont on se demande s'il est le fruit du rêve éveillé d'un président qui était en panne d'imagination, ou bien s'il est le fruit du mauvais cauchemar d'un technocrate à court d'innovation lui aussi. Ce conseiller territorial, cela a été dit, devra gérer, puisque pour l'instant les compétences ne sont pas changées, il devra gérer les horaires des transports scolaires, la veille hivernale des routes départementales, tout en étant une super assistante sociale. Dans le même temps, avoir donc cette vision prospective sur l'évolution stratégique, sociologique, économique de la région. Devra siéger dans d'innombrables conseils d'administration, commissions, multiplier les représentations. Je veux dire qu'avec ce conseiller territorial, s'il existe, parce que pour l'instant il existe, mais il n'y a toujours pas de mode d'élection, chacun des deux niveaux de collectivité territoriale perdra sa spécificité. Et c'est bien l'indication que la voie est ouverte à la fusion, à la suppression du département. Chaque niveau perdra sa spécificité qui donnait à son action publique à la fois sa force, son efficacité, mais qui établissait aussi sa reconnaissance, c'est-à-dire la proximité pour le département, l'impulsion et la coordination pour la région. Et dans ces vastes nouveaux cantons ruraux qui seraient redécoupés, le département perdra ce qui était l'essence même de son action publique, être proche du citoyen, être proche des élus, être à l'écoute des habitants, des maires, des conseillers municipaux. Quant aux régions qui se rapprocheront d'une certaine façon des anciens établissements publics, elles retrouveront un système ancien éloigné de leur vocation actuelle. Avec le conseiller territorial, cela a été dit, il faut le répéter, vous n'apportez pas de simplification, vous n'apportez pas de meilleure visibilité pour le citoyen. Par contre, vous allez détruire une organisation territoriale, certes toujours perfectible, qui a été construite régulièrement
patiemment sur deux couples à trois. Le premier, c'est le bloc communal, communauté de communes, département, qui est le bloc de la proximité et de la solidarité. Le deuxième bloc, c'est celui de la région, de l'État et de l'Union européenne, qui est le niveau de la stratégie du développement de la prospection. Pourquoi déstabiliser un édifice construit progressivement, qui a fait la preuve, je le disais, de son efficacité? Derrière cette réduction annoncée, dite, du nombre d'élus, nous mesurons combien il y a en fait la volonté de réduire l'action publique, de diminuer les services publics. Et nous mesurons combien ces objectifs, s'ils devaient être atteints, porteront atteinte à la cohérence et à la solidarité des territoires. Je vous remercie. Allez, Monsieur Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi pour ce contretemps et ce retard lié aux transports en commun. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne veux pas revenir sur l'installation du conseiller territorial, puisqu'il a été voté conforme entre l'Assemblée et le Sénat, tout simplement pour dire que ça nous semble toujours être une hérésie. Ça nous semble toujours, plutôt que d'être de l'innovation, être de la régression, et ça nous semble toujours être une recentralisation. Mais je voudrais intervenir sur le territoire dont il s'agit, sur lequel doit travailler travaillerait le conseiller territorial. C'est cela l'article dont il s'agit. Ce conseiller territorial, qui est d'un nouveau type, part d'abord d'un postulat qui, moi, me fait un peu peur et qui s'apparente peut-être un peu au populisme. Montrer du doigt les élus de la République en disant qu'ils sont trop nombreux, qu'ils coûtent trop d'argent et qu'il faut diminuer par deux ce nombre d'élus, c'est à mon sens pas le bon angle pour aborder cela. Ce n'est pas le bon angle. Et peut-être aurait-il fallu parler d'efficacité. Et j'en viens maintenant à l'efficacité. Les territoires sur lesquels seraient élus ces conseillers territoriaux indiquent la fin de la ruralité et de la démocratie dans la ruralité. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque un conseiller territorial serait élu dans une circonscription de 20 à 25 000 habitants, expliquez-moi comment le lien essentiel sur lequel vous avez voulu travailler hier toute la soirée entre un homme ou une femme et un territoire et des citoyens pourrait être maintenu, c'est fini. Et lorsque ce même conseiller territorial devra siéger dans les conseils d'administration des collèges, dans les conseils d'administration des lycées, assister à toutes les assemblées générales, dans des régions qui sont sensiblement grandes, et nous avons la chance de vivre dans la même région avec le ministre Mercier. Vous savez très bien que du sud de mon département jusqu'au siège de la région, il faut 2 heures et demie de véhicule, 2 heures et demie de voiture. C'est ça la réalité. Dans une région de 5 millions d'habitants, eh bien tout simplement, il n'est pas possible de faire son travail le matin au département, l'après-midi à la région, sur des sujets qui seront totalement différents, sur des territoires qui poseront problème et avec des conflits d'intérêts, n'en doutons pas. Lorsque les conseillers généraux seront à la région, ils auront tendance à défendre leur territoire départemental. Et ce qui pose un problème vraiment, et ce sur quoi nous nous battons et ce sur quoi nous contestons, c'est tout simplement l'architecture administrative que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de la régression. Et on ne peut pas aller de l'avant avec un conseiller territorial qui ne pourra pas assumer sereinement son travail. En plus, puisque plusieurs collègues ont pris l'exemple de nos régions, dans la région Rhône-Alpes dans laquelle je vis, il y a aujourd'hui 157 conseillers régionaux. Demain, avec le tableau qui avait été présenté, il y en aurait 296. Il faudra donc construire un deuxième hémicycle et je suis sûr que tout le monde sera d'accord pour construire ce deuxième hémicycle. Ça donnera du travail aux entreprises de travaux publics. Mais plus sérieusement, il est impossible aujourd'hui, et
tout le monde, si on regarde objectivement un peu les choses, tout le monde est d'accord. Il est impossible aujourd'hui de mettre en place ce conseiller territorial. Il ne pourra pas assumer ses fonctions locales et les fonctions régionales en même temps. Et nous pensons vraiment que c'est un retour en arrière, une sorte de recentralisation. C'est la raison pour laquelle la position de notre groupe aurait été de maintenir les conseillers régionaux, de maintenir des conseillers généraux, en rééquilibrant les cantons. Là, nous sommes d'accord. On ne peut pas garder des cantons qui vont de 1 à 40 peut-être, mais le fait d'avoir des cantons qui seraient des territoires qui seraient de 20 ou 25 000 habitants signifie tout simplement la mort des territoires ruraux qui ne seraient plus représentés par un élu qui ne serait pas en phase avec les territoires. Je vous remercie. Eh bien, très bien. Allez, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Monsieur le Président, je ne serais pas intervenu si notre collègue Gérard Longuet n'avait, par une intervention tout à fait brillante et intelligente, tenté de sauver le conseiller territorial. Et je voudrais d'abord dire à Monsieur Gérard Longuet que, pour ma part, j'ai un grand respect pour les militants et pour ceux qui défendent les causes, parce que nous en sommes tous finalement. Et je trouvais quand même courageux de sa part de mettre son intelligence au bénéfice de ce conseiller territorial un peu esseulé, qui n'a plus de mode d'élection, donc on ne sait même pas comment il arrive, qui n'a plus de compétences, Monsieur Blanc. Donc il est là en souffrance. Et j'appréciais que dans ce contexte un peu difficile, Monsieur Gérard Longuet s'employa à soutenir ce conseiller territorial qui, tel un drapeau au milieu de la mer, une sorte de radeau qui est en train d'essayer de survivre, était là. Et alors, je trouvais que c'était quand même quelque chose qui méritait d'être salué. Donc je salue. Mais en même temps, je trouve que M. Gérard Longuet devrait se reporter à l'excellent article, vous voyez que je ne suis pas négatif, qu'il a publié dans le journal Les Échos, où il a vilipendé ce qu'il a appelé la République des ronds-points. Il a dit il y en a assez de ces élus qui arrivent dans des assemblées pour défendre leurs ronds-points. On peut dire défendre leur canton, on peut dire défendre leur territoire, on peut dire défendre les projets du territoire dont ils sont l'élu. Mais ce qui ne va pas dans le système qui nous est présenté, et M. Longuet a dit, mais ce n'en est pas comme en Allemagne, les régions n'ont pas de pouvoir législatif. Oui, oui. Mais il y a un défaut dans le raisonnement que tout le monde va comprendre, mes chers collègues, c'est que je ne vois pas comment on peut inférer du fait qu'il n'y a pas de pouvoir législatif dans les régions françaises le fait qu'il faudrait que l'élu du département et de la région fût le même. Là, l'argumentation tombe, comme parfois les amendements, comme les feuilles en automne. L'argumentation tombe parce que ça n'a strictement aucun rapport. Et ce que je crains, mes chers collègues, c'est que, avec le conseiller territorial, qui est d'ailleurs moribond, nous le savons, le localisme, pourtant tout à fait respectable, car nous nous honorons de défendre les collectivités territoriales, le localisme ne l'emporte au plan régional, comme l'ont dit mes collègues, M. Guillaume, M. Daudigny, que le localisme l'emporte au moment où nous avons besoin, dans le contexte européen que nous connaissons, d'avoir des régions fortes, plus grandes, avec davantage de moyens et qui seraient pourvues d'élus qui, Monsieur le Président, auraient chevillé au cœur et au corps, tant qu'à faire, l'idée de défendre l'université, la science,
la recherche. Vous voyez bien, Monsieur le Président, dans votre région là-bas, défendre un grand projet méditerranéen avec une perspective européenne et mondiale rayonnante, Monsieur Jacques Blanc. Mais vous n'allez pas nous dire qu'une collection d'intérêts localistes produit cette ambition forte. Et donc, je salue, mais vous n'êtes pas obligé de parler comme Blanc, ça, Monsieur Blanc. D'abord, je ne comprends pas. Vous énervez pas, nous en avons pour un moment. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais je terminerai, comme j'ai commencé, par un éloge à l'égard de Monsieur Gérard Longuet. Vous lui rapporterez. Je lui dirai que les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et nous apprécions que M. Sueur n'ait ni le souffle court, ni la démonstration rapide. Allez, M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, après tout ce que je viens d'entendre depuis le début de cette séance, je me permets avec beaucoup de prudence, beaucoup de modération, beaucoup d'humilité, de rappeler que les 3/4 de nos concitoyens vivent dans des agglomérations urbaines et que dans les agglomérations urbaines, et notamment celles qui sont importantes, ni le conseiller général, ni le conseiller régional ne sont connus. Et que par conséquent, au niveau de nos concitoyens, ils connaissent les maires, ils ne connaissent pas leur conseiller général, ils ne connaissent pas les conseillers régionaux. C'est pourquoi la réforme dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, à la condition, messieurs les ministres, que le nombre de conseillers territoriaux soit le plus restreint possible, à la condition qu'il soit le plus restreint possible, 2, 3 ou 4 au maximum par circonscription électorale, car nos collègues de l'Assemblée nationale tiennent beaucoup à ce que les conseillers territoriaux soient élus à l'intérieur des circonscriptions législatives, eh bien, à cette condition, le conseiller territorial deviendra un personnage politique connu, pour que les habitants, que les concitoyens avec lesquels ils pourront dialoguer. Et par conséquent, je crois, mes chers collègues, que la création du conseiller territorial, j'ajouterai, Monsieur le Président, à la condition qu'il soit élu avec un système électoral simple, que tout le monde connaît, et pas un système compliqué donnant beaucoup d'importance aux partis politiques, eh bien je crois qu'à ce moment-là, nous aurons créé, au-dessus des maires et en dessous des députés, un conseiller territorial connu de l'ensemble de nos concitoyens qui pourra arbitrer entre les compétences exclusives de la région et celles du département, qui pourra participer à des conventions de gestion communes pour un certain nombre de services publics qui sont importants. Moi, je crois que le conseiller territorial, de ce point de vue-là, est une réforme très importante et c'est la raison pour laquelle je ne voterai aucun des amendements de suppression qui nous sont proposés. La parole est à notre collègue Monsieur Jean-Louis Masson. Pour ma part, je l'ai déjà dit hier, je suis partisan de la réforme de la création des conseillers territoriaux. Ceci étant, je voudrais faire tout d'abord une remarque suite à ce qu'a indiqué notre collègue Fourcade, en disant qu'il faut créer les territoires à l'intérieur des circonscriptions de députés. Bon, moi je suis radicalement contre, parce que dans certains départements, on a vécu des charcutages éhontés au moment du redécoupage des circonscriptions législatives. On a vu des choses absolument honteuses, notamment dans le département de la Moselle. On va quand même pas revenir maintenant, refaire du honteux sur le honteux, parce que si on pérennise le honteux, on se demande où on va s'arrêter. Alors, ça c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que cet article que nous avons là, tout en étant favorable aux conseils territoriaux, je ne vois pas très bien à quoi il sert, parce qu'il serait quand même plus pertinent de voter d'abord le mode de scrutin et ensuite éventuellement d'évoquer cet article. Cet article, tel qu'il est là, tout seul, isolé dans le désert, il sert strictement à rien. Et c'est pourquoi, tout en étant pour la réforme des conseils territoriaux, je voterai pour la suppression de cet article. Monsieur Jean-René Le Cerf. Monsieur le Président, chers collègues, quelques petites remarques. D'abord pour dire que je suis étonné, pour ne pas dire consterné, d'entendre effectivement des collègues qui sont en même temps sénateurs,
président de conseil général. Pour certains d'entre eux, maires de communes de moins de 3500 habitants. Peut-être même président d'intercommunalité. Et qui paraissent assez satisfaits de l'action qu'ils mènent, juger totalement leurs collègues conseillers généraux ou conseillers régionaux incapables d'assumer ces deux responsabilités. Quelle belle opinion vous avez de vous, mes chers collègues, et quelle piètre opinion vous avez de vos collègues conseillers généraux ou conseillers régionaux. Deuxième point, la ruralité. C'est extrêmement intéressant de s'intéresser à la ruralité. Vous auriez peut-être pu réfléchir un tout petit peu au point de savoir comment était aujourd'hui représentée la ruralité au niveau des régions et comment les partis politiques respectifs prévoient effectivement cette ruralité au niveau des régions. Dans le texte tel que nous allons le voter et qui finira bien par être voté, vous aurez effectivement, par le biais des conseillers territoriaux, une représentation de la ruralité dans les régions sans commune mesure avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, j'écoutais, moi qui suis conseiller général depuis 22 ans, d'un canton de plus de 50 000 habitants, où j'ai 6 collèges, 3 publics, 3 privés, où je ne me suis pas senti jusqu'à présent incapable d'assumer de manière parallèle et les fonctions de conseiller général et de maire d'une ville de 40 000 habitants pendant des années, et ensuite les fonctions de conseiller général et les fonctions de sénateur. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Monsieur le Président du Conseil général de l'Aisne, et j'avais quelque honte en ce qui me concernait, puisque jamais je ne me suis promené sur les routes départementales avec ma brouette et mon seau de goudron pour me préoccuper effectivement des problèmes à la suite du gel hivernal. Mais je me dis finalement que le rôle du conseiller général, c'est peut-être plus un rôle de conception, un rôle de perspective, un rôle de prospective, et que cela, ça me paraissait éminemment comparable et éminemment possible de le concilier au niveau départemental et au niveau régional. Alors si on redevenait un petit peu sérieux, ça me paraîtrait une bonne chose. Allez, la parole est à notre collègue, monsieur François Fortassin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi j'ai dit à plusieurs reprises, et je le répète, les raisons pour lesquelles je considérais que le système aurait des difficultés à fonctionner. Et je vais sortir des terres du Languedoc-Roussillon, tout simplement parce qu'il y a une tradition dans ces terres pour aller vers Midi-Pyrénées, dans les terres du Languedoc-Roussillon, on marche facilement sur les cadavres politiques de ses adversaires, mais fort heureusement, tout le monde est encore vivant. Étant donné qu'en politique, chacun le sait, seule la mort physique est irrémédiable. N'arrive pas, hein? Tout à fait. Pour dire qu'il y a quelque chose de fondamental sur les élus des collectivités locales. Ils doivent pouvoir conserver, s'ils le souhaitent, leur activité professionnelle. Je vois mal demain des élus de l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées, pour prendre la région Midi-Pyrénées, qui pourront en même temps s'occuper des affaires du département, des affaires de la région, et en même temps avoir une profession. Ça, c'est le vrai, me semble-t-il, le vrai problème. Pour le reste, je dirais que, comme nous avons été un certain nombre à être à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux, mais c'est un choix que nous avions fait, c'est possible, sauf à défendre d'une manière tout à fait ardente, et je ne suis pas de cela, le mandat unique. L'autre écueil que je vois, et nous allons toujours prendre la région Midi-Pyrénées, 250 ou 260 élus, je plains un tout petit peu le futur président de la région Midi-Pyrénées qui va avoir face à lui 8 présidents de conseils généraux qui vont arriver avec leur bataillon, le président de la métropole toulousaine qui fera de même. Je ne sais pas effectivement la politique cohérente qu'il pourra mener et échapper à la territorialisation. Ensuite, une assemblée de 200 et quelques membres, ça va très bien lorsqu'on légifère, peut-être un tout petit peu moins bien
lorsqu'il faut traiter des dossiers techniques. Ce qui revient à dire en fait qu'il y aura des sortes de grandes messes 2 ou 3 fois par an et que c'est la commission permanente qui réglera l'essentiel des problèmes. Alors cela, je crois, il faut le signaler. Pour le reste, je dirais que le conseiller territorial existe, mais tant qu'on ne sait pas quel est son territoire ou comment il sera élu, il est évident que ça reste encore un personnage relativement virtuel. Voilà ce que je souhaitais exprimer, étant entendu qu'il faut quand même que nous ayons toujours la sérénité, et si on peut y ajouter un brin d'humour, c'est pas plus mal en politique. Bien. Allez, Monsieur Jean-Claude Perronnet, il y a encore 4 orateurs inscrits. Oui, ça fait 1 heure. Après, peut-être on pourrait s'arrêter. J'ai noté, Monsieur Patria, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête à vous, parce que ça fait plus d'1 heure que nous sommes sur ce temps de parole. Monsieur le Président, je n'avais pas du tout l'intention d'intervenir. C'est l'intervention de Monsieur Le Cerf qui me pousse à le faire. Il est vrai que l'intervention de M. Fortassin va me permettre d'avoir une intervention très courte. Oui, je crois que M. Le Cerf est intervenu de façon brillante, véhémente, mais avec une certaine mauvaise foi. Parce que c'est vrai que nous sommes, que nous le voulions ou non, des professionnels de la politique. En ce sens que nous n'avons que cette activité pour la plupart d'entre nous. Et oui, mais oui, normalement, il ne devrait pas. Bref, donc, Monsieur Le Cerf, il est clair que c'est ça la question. Et c'est que, en effet, comme le disait M. Fortassin, il va être absolument impossible d'avoir un métier dans les fonctions nouvelles de conseiller territorial, sauf avec les conséquences que cela entraîne, c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit des professionnels, mais que donc ils soient financés à la hauteur convenable pour exercer ce métier-là, que ce mandat-là, qui devient un métier, il faudra une retraite, il faudra la sécurité sociale de façon satisfaisante, une complémentaire, etc. Et donc tout ça, c'est indispensable. Il faudra prévoir le retour à l'emploi. Autrement dit, il faudra prévoir le statut de l'élu. Alors c'est une bonne chose de ce côté-là, mais vous allez être très vite confronté à ce problème-là si vous voulez qu'il y ait une certaine diversité professionnelle. J'ajoute que où sont les économies dans cette perspective-là? Ça n'a pas du tout été chiffré. Et je pense qu'au bout du compte, par ce biais-là en particulier, il y aura au contraire un surcoût, et un surcoût important. La parole est à notre collègue, Monsieur Jean Desessarts. Alors, à Monsieur Assouline. Bien, j'ai des choses particulières à dire, notamment avec l'intervention de Monsieur Le Cerf, mais sur cette question des territoires, quand on voit la difficulté pour nos concitoyens à identifier la pertinence des circonscriptions, parfois même des cantons, on doit s'interroger sur les efforts et les situations très particulières qui ont permis à des moments de pouvoir créer des territoires qui correspondent à quelque chose pour la nation. Il y a eu un effort gigantesque mené de façon drastique et en un court laps de temps, et c'est le seul moment où on vit dessus encore. Ça a été après la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision, un projet et une nécessité sociale, économique, de développement, de cohérence politique, d'unité de la nation, qui donnait ce souffle. Aujourd'hui, comment veut-on nous faire croire que pour les Français, créer ce qu'on va appeler le territoire va être un identifiant quelconque? Parce que où est le projet? Où est le souffle? Où est le dynamisme? Où est l'ambition? Reprendre à la gauche les collectivités locales. Eh ben c'est un peu minable. Eh ben c'est un peu minable. Quand on a si peu d'ambition, quand c'est à ce point politicien, alors à ce moment-là, on fait n'importe quoi. La deuxième question que je voulais soulever, c'est Monsieur
Le Cerf qui soulève un problème, mais il faut aller au bout. Oui, nous sommes ici des privilégiés. Nous pouvons arrêter, pour ceux qui veulent se consacrer vraiment à la tâche, une activité professionnelle. Il y a pour certains un petit risque, mais quand même une certaine sécurité. Pour le conseiller territorial, pour aujourd'hui la majorité de nos élus locaux, c'est quelque chose d'inenvisageable, sans non seulement les couper de ce qui fait, y compris leur réalité quotidienne, mais de ne serait-ce pouvoir pour eux envisager un petit peu une sécurité pour les années qui suivent. Donc, vous les mettez dans cette situation. Mais je prends au défi M. Le Cerf qui a voulu évoquer ceux qui sont présidents de CG, machin et tout. Je vous annonce, vous le savez probablement si vous lisez la presse, que nous allons déposer et à l'Assemblée et au Sénat un projet de loi qui s'attaquera au cumul des mandats, mais proposera un statut de l'élu. Pour sécuriser l'ensemble des élus de notre territoire, pour que ce soit quelque chose de reconnu, de stable et de juste pour tout le monde. Je veux finir par une remarque qui a un lien quand même avec ce que nous faisons ici. Je regarde tout à l'heure le fil de l'AFP et je vois, parce que ça m'y a fait penser quand j'ai vu M. Fourcade parler, et je vois une dépêche qui dit que pour la Société du Grand Paris, eh bien, le décret qui vient de tomber dit qu'il y aura une dérogation qui permettra à un élu de plus de 70 ans d'être le président. Je me suis dit, bon, j'étais ici dans cet hémicycle à parler du Grand Paris, on en a discuté longuement, on a eu les arguments contradictoires, puis c'était dans la loi proposé ça, ce n'est pas un décret. On a fait sauter cet article parce qu'on a jugé collectivement que c'était pas bien. On a été en CMP, l'Assemblée l'a même pas rétabli. Donc là, le Parlement dans son ensemble a dit c'est pas bien. Et il y a un décret du gouvernement qui dit eh bien ça sera le cas. Pas parce que ça tombe du ciel. Il vient parce qu'on en a discuté ici. Donc il vient dire je m'en fous du Parlement. Et moi je vous dis, dans nos débats, même quand on discute ici, quand on découvre qu'on peut s'en foutre à ce point de choses qui sortent, y compris par consensus de nos assemblées, eh bien, il faut le souligner ici et le dénoncer. C'est proprement inadmissible parce que c'est fait que pour une seule raison, parce qu'on a en tête qu'on doit mettre une personnalité à la tête de cet organisme et qu'elle a plus de 70 ans. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'intérêt général et ça renvoie à plein de choses en ce moment. Oui, à Marseille aussi. Allez, Monsieur Patrias. Attendez. Monsieur Sueur, calmons-nous. Allez, Monsieur Patria, vous avez la parole et vous seul. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voyons bien depuis plus d'une semaine que nous travaillons sur ce texte qu'il a non pas pour but de réformer les collectivités, non pas pour but de simplifier, non pas pour but d'économiser, mais pour seul et unique but de créer enfin ce conseiller territorial dont le mode d'élection putatif permettra effectivement, comme vient de le dire David, de reconquérir des territoires perdus dans les urnes. C'est ça. Alors j'ai entendu M. Le Cerf, son argumentation, Monsieur Le Cerf. Mais bien sûr qu'on peut être conseiller général et régional. Vous avez raison. Vous avez raison. Je l'ai été. Je l'étais à une époque où existait l'EPR. Mais je me souviens du mode de fonctionnement. Et c'est parce que je m'en souviens que je ne souhaite pas revenir à cette méthode ancestrale et à ce mode de fonctionnement inique. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le conseiller territorial en soi qui est contestable. C'est l'architecture qui est autour qui empêchera qu'elle fonctionne bien. Pourquoi? Parce que les conflits d'intérêts entre les collectivités, de par leur étiquette différente, empêchera demain au président du conseil régional d'avoir toute autorité et par là même toute efficacité sur les missions qui sont les siennes. Celles qui sont celles de la perspective, de l'orientation, de la formation, de l'innovation, de l'enseignement supérieur. Écoutez ce que dit notre collègue Adno, écoutez ce qu'il dit. Comment demain un président de conseil régional. Non mais je ne vous ai pas interrompu, je n'ai pas dit un mot. Essayez, non mais
Bon, d'accord, on fait ça. Bon. Alors, demain, comprenez, un président de conseil régional qui aura dans son conseil régional 4, 6 ou 7 présidents de conseils généraux dont les intérêts ne seront pas identiques, dont l'étiquette politique sera différente et qui viendront faire leurs courses à la région, comment pourront-ils être efficaces demain? C'est ça que nous contestons. Ce n'est pas le conseiller territorial en soi. C'est le fait que ce conseiller territorial va créer la négation même du fonctionnement des deux assemblées. Parce que la logique de votre... Mais vous ne l'avez pas faite. Et Monsieur le ministre l'a dit, ne l'a pas faite. La logique du conseiller territorial, c'est le territoire unique. C'est la suppression d'un échelon. Vous ne voulez pas voulu le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et comme vous ne pouvez pas le faire, vous essayez, par la bande, de façon un peu cynique, de reconquérir des territoires à travers ce qui serait l'objet magique, le conseiller territorial. Bien sûr qu'on peut être conseiller général, maire, président de commune. Bien sûr. Y compris même avoir un métier à côté. L'auto-exercer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors, le conseil régional deviendra des conseils généraux bis, où le rond-point l'emportera sur l'innovation, ou bien inversement, les départements se fondront de demain et la proximité ne sera plus assurée. C'est ça qui aujourd'hui justifie notre démarche et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Allez, monsieur Colomba. Je voudrais attirer... Vous voyez qu'on ne parle jamais aussi bien que de ce qui est virtuel. Mais je voudrais attirer l'attention des collègues sur 3 points. Le premier, c'est que, calculer comme vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas faire que vous allez faire disparaître massivement des élus de proximité, là où ils sont le plus nécessaires, dans les territoires ruraux, pour les augmenter là où ils le sont un peu moins, dans les territoires urbains. Si je prends par exemple ce qui va se passer dans ma région, eh bien, je constate que les 2 départements alpins, qui sont quand même, qui représentent beaucoup de territoires, vont perdre la moitié de leurs conseillers généraux, c'est-à-dire 30, que pour les départements du style Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse, enfin, etc., certains gagnent, d'autres perdent, ça fait match nul, et que les Bouches-du-Rhône vont en gagner 18. Bon. Attendez, je termine, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas ne pas faire que vous... Et à condition encore que le Conseil constitutionnel avalise ça. Ce qui n'est certainement pas encore... Oui. Si sur ces cas très particuliers, ce qui n'est encore pas gagné. Bon, je compte sur vous, mais ce n'est pas gagné. Bon. Donc ça, vous calculez comme vous voulez. Deuxièmement, si maintenant, alors pour répondre à l'argumentation de M. Marlex, quand on fait le total des dépenses, c'est-à-dire des budgets des départements, compte administratif 2008, 63 milliards. Des régions, 63 milliards 600. Des régions, 24 milliards. Donc, vous calculez comme vous voulez, les départements gèrent des budgets qui sont à peu près 2,5 fois supérieurs à ceux de la totalité des régions. Donc, ils seront peut-être plus présents, nos conseillers territoriaux ruraux, à la région, mais là où véritablement il y a de l'argent et où il y a de quoi gérer la proximité, c'est plutôt dans les départements. Et pour finir, pour revenir à ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure, le conseiller territorial sera-t-il plus visible en zone urbaine que ne l'était le conseiller général et le conseiller régional réunis? C'est pas sûr du tout. Et encore moins, si on en était resté là encore, on pourrait pinailler. Et dans les métropoles? Dans les métropoles, ils n'auront pas la compétence pour les compétences transférées. Ça sera les conseillers métropolitains. Alors écoutez, soyons un petit peu réalistes. Donc je crois que quand même, il y a quelques bons arguments pour qu'on nous prive de cette innovation qu'est le conseiller territorial. Et puis j'en resterai là car les grandes douleurs sont muettes. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, si nous en restons là, nous allons prendre les amendements sur l'article 1er AA.
Et nous commençons par un amendement 85, Madame Maton-Poinat. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que la suppression de cet amendement, je serai assez brève, compte tenu des choses dites et souvent fort pertinentes. Cette suppression de cet article, qui d'ailleurs est issu d'un membre de la Commission des lois, de Monsieur Portelli, sur la forme nous le dénonçons. Sur la forme d'ailleurs parce qu'il anticipe sur le devenir de la réforme territoriale. Le conseiller territorial sera-t-il finalement adopté? Ce concept, comme disait Monsieur Longuet, est-ce que ce concept prendra cher? On peut se dire que peut-être, et nous coûtera cher si c'est le cas, mais en tous les cas, il est fort possible que ce texte finisse très mal. Et puis, je pense qu'il anticipe également sur le futur projet de découpage électoral. Alors c'est vrai que je vois bien votre douce illusion d'ailleurs de détruire les contre-pouvoirs que sont les collectivités locales et d'essayer de reprendre en main sans doute les régions. Que pourrais-je vous dire de plus, si ce n'est que l'examen de ce texte, mais si je poursuis quand même, que c'est l'examen de ce texte nous a quand même offert de nombreuses surprises et que cet article 1 s'inscrit quand même dans cette confusion et risque de perturber gravement la démocratie locale. Créer donc une nouvelle circonscription territoriale, comme tel que le propose M. Portelli, épaissira à la fois le millefeuille, puisque de toute façon, le canton demeure. Et en même temps, il demeure sur un point de vue administratif. Mais dans la volonté est quand même sous-jacente, eh bien, à terme, en tous les cas, la suppression du département. Donc c'est un vrai du département. Et donc c'est un vrai recul démocratique qui constituera l'instauration de ce conseiller et si sa création est votée. 268 de Monsieur Desessard. Oui, Monsieur le Président. Mais je vais être court, Monsieur le Président, parce que j'ai l'impression. Je crois, Monsieur, cet amendement souhaite supprimer cet article. Après la première lecture au Sénat, nous avons entendu le gouvernement parler d'un texte prometteur. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après l'émiettement d'un texte mal élaboré, sans dessein clairement annoncé, sans parité, sans simplification administrative, sans transparence ni démocratie, face à un élu zombie qui n'existe que par son nom. Car pour introniser ce dernier, que de coups d'essai et d'erreurs. Tout d'abord, le gouvernement nous parle d'un scrutin uninominal à un tour. Fallait oser. Puis, il promet une dose de proportionnel. Puis, ultime suspense. Il y a un vote. Et puis maintenant, le débat est différé. Aujourd'hui, pour introniser ce dernier, il n'y a plus rien. Plus de modalités de désignation du conseiller territorial. Alors cet amendement en tire les conséquences. Il supprime l'article 1er A et la notion de territoire qui le sous-tend. Messieurs les ministres, ce spectacle d'équilibristes n'intéresse pas la population dont le quotidien s'aggrave et à qui vous promettez la rigueur inégalitaire. Ces débats brouillent le peu de lisibilité qu'avaient les électeurs, espèce en voie de disparition si nous continuons à perdre du temps avec des réformes non souhaitées et illisibles. Alors aujourd'hui, l'idéal serait que le gouvernement cesse de s'obstiner et renonce au conseiller territorial. Tel que prévu, cet élu sera surchargé et surnotabilisé, à l'opposé des attentes de la population qui voudrait des élus disponibles, modestes et d'accès facile pour parler des vrais problèmes. Alors c'est pour ça que nous proposons de supprimer cet article et le nom du conseiller territorial.
Allez, l'amendement 480 rectifié de Monsieur le Président Yves Collin. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Effectivement, nous demandons par cet amendement la suppression de l'article 1er qui substitue l'appellation de territoire à celle de canton. Il s'agit d'abord de défendre une position de cohérence avec l'amendement que nous avons défendu avant l'article 1er AA et qui proposait de faire des intercommunalités la brique du découpage cantonal. Il s'agit ensuite pour nous de nous opposer une nouvelle fois, nous sommes têtus, à la création du conseiller territorial. Cet article prend acte de ce nouvel élu dont nous contestons toujours la pertinence. De plus, les éléments développés par cet article, respect de la diversité géographique, économique et sociale du département, nous paraissent entrer en contradiction totale avec ce que sous-tend la présente réforme. Comment parler en effet d'équilibre de la représentation et de la prise en compte des bassins de vie dans des départements ruraux, alors que la création de seulement 15 sièges dans nombre d'entre eux entraînera une sous-représentation patente de la population, seulement dictée par des impératifs comptables. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons de supprimer cet article et nous demandons de se rallier à cet amendement. Je vous remercie. Bien. Monsieur le rapporteur, peut-on connaître l'avis de la Commission sur ces trois amendements? Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, en fait, il faut revenir à l'origine de cette opération. C'est en deuxième lecture, lorsque nous sommes arrivés en commission des lois, que notre collègue Hugues Portelli a eu l'excellente idée de déposer un amendement pour définir ce que serait effectivement la circonscription du conseiller territorial. Et il a défini cette circonscription en disant que le territoire est une circonscription électorale, ce qui sera intéressant d'ailleurs dans la suite du débat, parce que vous verrez comme ça, mes chers collègues, que la notion de canton reste et demeure, qui est une notion qui est très ancrée dans la population, d'autant qu'il y a des fonctions administratives qui vont avec le canton, notamment le chef-lieu de canton. Et puis il peut y avoir la gendarmerie, la poste, la perception, mais notamment le chef-lieu de canton. Je vous rappelle que la notion de chef-lieu de canton est quelque chose d'important. Donc notre volonté, c'est de dire déjà le canton en tant que circonscription administrative restera, et le territoire, c'est une circonscription donc électorale, dont les communes, et je crois que c'est extrêmement important pour nous qui voulons défendre les communes, dont les communes constituent un espace géographique, économique et social homogène. À partir de ce moment-là, la commission des lois a accepté, a adopté l'amendement de notre collègue Hugues Portelli et en a fait sien. Dans cette même logique, la commission des lois ne peut donc mettre un avis défavorable aux trois amendements qui veulent supprimer cet article 1AA qui, je le répète, sera extrêmement important parce qu'il permet aussi, et ce qui sera là aussi comme une valeur intéressante lorsque nous parlerons du tableau, il permet de définir que le tableau qui donnera le nombre de conseillers territoriaux n'est pas qu'une donnée essentiellement démographique. Et ceux qui sont attachés effectivement à avoir un coefficient correctif pour tenir compte du territoire devraient au contraire être particulièrement contents et satisfaits de voir cette définition. Parce que devant le Conseil constitutionnel, si effectivement la loi y est transmise, ce sera la justification de dire que pour nous, le découpage territorial doit tenir compte des communes, d'un espace géographique et d'un espace démographique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et je vous invite, mes chers collègues, à rejeter ces trois amendements. C'est pour ça que la Commission... Et l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, sur les trois aussi. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même dire qu'on est dans une situation qui me paraît un peu paradoxale. On vient de passer une heure et demie à discuter des amendements sur un texte qui a été introduit par votre propre commission des lois. Et c'était une initiative émanant du sénateur Hugues Portelli, et très bonne initiative, très bonne proposition. Voilà, donc moi je trouve ça un peu paradoxal quand même. Hein. Bon, alors c'est un enrichissement du texte du gouvernement par le Sénat et un enrichissement important. En effet, l'article qu'il est proposé de supprimer est motivé par la nécessité de conserver globalement les cantons actuels,
issus de lois très anciennes de 1789 et qui sont restées pour l'essentiel depuis cette date la circonscription de base de nos départements. Donc à la fois circonscription administrative de l'État, siège de la gendarmerie dans la plupart des cas, de la perception, dans de très nombreux cas encore, de collège et circonscription électorale puisque c'est le lieu d'élection du conseiller général. Donc ce canton ne doit pas perdre évidemment cette fonction administrative et cette dimension administrative à laquelle nous tenons tous. Moi aussi je suis conseiller général et je tiens à ce que cette notion soit toujours prise en compte. Et deuxièmement, cet amendement la création vise par la création de ce nouvel article 1er AA la création par ce nouvel article d'une nouvelle circonscription électorale propre au département, servant d'élection aux conseillers territoriaux, donc permet de ne pas faire disparaître ni les actuels cantons en tant que circonscription administrative, ni la qualité de leur chef-lieu aux communes qui les possèdent aujourd'hui. Et c'est quand même un avantage important pour ces communes, chefs-lieux de canton auxquels nous sommes également attachés. Donc le gouvernement ne peut que s'opposer à cette suppression qui priverait d'un ajout très utile le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Et il serait paradoxal que ce soit le Sénat qui le supprime. Bien, mes chers collègues, explication de vote, Monsieur Daunis. Non, Monsieur le Président, je demandais une information puisque nous avions 4 amendements en discussion commune et dès le 3e, sans information supplémentaire, à savoir s'il y avait eu un quelconque retrait du 547, vous avez donné la parole au président, au rapporteur et au gouvernement. Donc je voulais m'enquérir de savoir ce qu'il était advenu du 547. Monsieur Daunis, l'amendement que vous évoquez a été retiré avant le début de la séance. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas appelé. Donc le conducteur qui nous a été remis avait un petit décalage dans l'information. D'accord. Bon, allez. Très bien. Je vous en remercie, cher Alors, président. je suis saisi. Monsieur Mézard. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Simplement, par rapport à cet article, je croyais que nous étions dans une loi de simplification. Or, l'article 1 AA nous informe qu'il va exister des territoires et que, en même temps, les cantons vont subsister comme circonscription administrative. Alors, écoutez, Monsieur Sido, laissez-moi aller jusqu'au bout. Nous pouvons avoir là-dessus une explication pour confirmer notre demande de suppression. Je constate aujourd'hui que dans une loi de simplification, pour nos concitoyens qui sont sur le terrain, et Monsieur le ministre Marlex rappelait à juste titre qu'il est conseiller général, eh bien, dans sa circonscription de conseiller général, qui vraisemblablement, dont les limites électorales évolueront, je suppose, peut-être, eh bien, ces concitoyens se retrouveront avec un territoire électoral et un canton administratif qui subsistera. Nous considérons que c'est vraiment la démonstration de la complexification du système. Toujours explication de vote, Monsieur Domézel. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, nous examinons le premier article d'un chapitre qui a pour nom les conseillers territoriaux. Alors, on veut parler des conseillers territoriaux alors qu'on ne sait pas combien ils seront. On ne sait pas quelles seront leurs compétences. On ne sait pas comment ils seront élus. Ils n'existent pas. Et voilà que dès le premier article,
on veut attribuer à ces conseillers territoriaux, qui n'existent pas, un territoire. C'est vrai que c'est un peu surréaliste. Mais je profite, donc je voterai bien sûr ces amendements de suppression, mais je voudrais revenir sur les arguments qui ont été avancés tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des élus qui sont à la fois conseillers général et conseillers régional. C'est vrai. C'est vrai qu'ils cumulent, c'est vrai que certains cumulent des fonctions. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Et il n'y a pas confusion, comme ce sera le cas, comme ce serait le cas pour les conseillers territoriaux. Car les conseillers territoriaux, tous les conseillers territoriaux cumuleraient les deux fonctions. Et avec tous les dangers que cela peut présenter. Et je vais, si vous permettez, est-ce que je peux continuer, ça, Monsieur le Président, sans être interrompu? Monsieur Domezil, d'accord, mais nous avons eu 1h05 de discussion. Et parmi Monsieur Vassel, lorsque vous prenez la parole très souvent, je n'ai pas l'habitude de vous interrompre. Merci d'en faire autant. Je disais donc, parmi l'un des premiers inconvénients, c'est que tous les présidents de conseil général seront membres du conseil régional. Et croyez-moi, ça ne sera pas facile à gérer pour le président du conseil régional. Ce qui serait encore pire, c'est si l'un d'entre eux, des conseillers généraux, soit en même temps président du conseil régional. Jean-Claude, pardon, Monsieur le Président, nous avons connu ça dans la région au moment de l'établissement public régional. Et les présidents de conseil général n'avaient aucune obligation d'être conseiller régional de l'EPR, ils avaient le choix. Et dans notre région, tous les présidents de conseil général étaient membres de l'EPR. Eh bien, j'étais conseiller régional à l'époque, croyez-moi qu'il y avait un poids du conseil régional, du président, je n'ai pas à citer, qui il était, sur le groupe qui se constituait au cours des présidents de conseil général. Croyez-moi, ça ne facilitait pas du tout la tâche des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle, en 1986, il a été décidé de créer deux collectivités territoriales totalement séparées, dans laquelle aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas ou peu de présidents de conseil général qui sont en même temps au conseil régional. C'est un des avantages, alors que là, il va y avoir un méli-mélo et une osmose entre les deux types d'assemblées qui va être nuisible au bon fonctionnement de nos institutions. Je vous remercie. Bien. Madame Beaufils tout de suite, mais Monsieur Domezil aurait pu ajouter qu'à cette époque-là, celui qui présidait, il présidait tout seul, il réglait un bureau en 10 minutes et il n'y en avait qu'un qui décidait pour tout le monde. Et personne ne disait rien, pas plus vous que moi. Et c'était pas à l'Élysée. Allez, Madame Beaufils. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Moi, je suis assez étonnée de l'argumentaire qui nous est donné pour la création de ces territoires. Alors, quand on revient au texte qui était l'exposé des motifs de ce projet de loi, je crois que c'est très intéressant, puisque dans cet exposé des motifs, il est dit très clairement que on a du mal à suivre, je crois. Mais
Dans l'exposé des motifs, il est dit très clairement que la loi qui nous est proposée, elle nous est proposée avec un conseiller territorial parce qu'il n'a pas été possible de supprimer les conseils généraux. C'est dit aussi clairement que ce que je dis dans l'exposé des motifs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on nous propose? On nous propose des territoires qui seront des bassins de vie et des circonscriptions territoriales qui donc recouperont ces bassins de vie et donc garderont les communes telles qu'elles sont pour en faire un ensemble. Qu'est-ce que ça préfigure? Moi je ne sais pas, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se dit que c'est cohérent avec un autre aspect du texte dans lequel vous nous proposez des regroupements d'établissements publics de coopération intercommunale, où vous nous proposez des communes nouvelles qui pourraient constituer ces nouvelles structures chargées de gérer, et on imagine que petit à petit, ces territoires nouveaux que l'on a dans cet article 1A, les futures communes nouvelles ou les métropoles, petit à petit, elles nous permettent de diffuser sur le territoire la capacité de supprimer réellement le Conseil général. On aura réorganisé complètement les territoires et on n'aura plus à avoir à l'échelon national qu'une région et des établissements de coopération intercommunale qui seront probablement tellement bien encadrés qu'ils ne seront plus en capacité d'avoir une gestion démocratique avec des électeurs en capacité de peser sur les choix qui devront être mis en œuvre dans ces territoires. C'est ça sur le fond ce que vous nous proposez et que vous ne voulez pas affirmer. Pour ça que je crois que la cohérence aurait voulu que la Commission accepte notre suppression complète du chapitre 1er, dont je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi notre amendement de suppression du chapitre 1er était irrecevable. Mais bon, peut-être qu'il y aura des explications qui nous seront données à un moment ou à un autre. Non, vous avez parlé de la suppression. Vous avez parlé du fait que le conseiller territorial avait été créé. Moi, je parle de l'ensemble du chapitre 1er. Je ne parle pas obligatoirement de l'article qui le crée. Donc, je pense aujourd'hui que ce qu'il faut, c'est qu'on vote massivement l'amendement de suppression que nous avons proposé. Et c'est la raison pour laquelle vous avez demandé un scrutin public. Dans ce cas-là, le scrutin public va être organisé et je vous rappelle que la Commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. On va mettre aux voix les 3 amendements. Ceux qui souhaitent voter pour mettront un bulletin blanc, ceux qui souhaitent voter contre un bulletin bleu, ceux qui souhaitent s'abstenir un bulletin rouge. Allez. Allez, mes chers collègues, le scrutin est ouvert.
Personne ne demande à voter. Alors le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. L'examen de la réforme des collectivités territoriales touche à sa fin. Le vote devrait avoir lieu cette nuit et l'UMP, qui n'a pas la majorité absolue, devra compter sur les voix des centristes qui ont rejeté l'une des mesures phares de ce texte, le mode de scrutin du conseiller territorial. Tout de suite, retrouvez votre journal de 18 h présenté par Michel Grossior. Très bonne soirée.